Bonsoir à tous, bonsoir. Nous invitons donc ce soir Éric Fiorile. C'est un live un peu particulier puisqu'il va y avoir une interaction avec les internautes. Donc Éric Fiorile, qui est donc un grand monsieur qui a déjà prévu tout ce qui allait arriver. Il a écrit des ouvrages, etc. C'est lui qui a déclaré le Conseil national de transition, donc le CNT, en 2015 à l'ONU. Donc, le CNT n'est pas une association, c'est clairement un gouvernement complètement légitime et légal aujourd'hui. Et donc, Éric va répondre dans un premier temps aux questions que je lui ai préparées. Et ensuite, vous, les internautes, vous pourrez intervenir pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Voilà. Donc, je voulais tout d'abord corriger quelque chose dans mes interventions vidéo pour ceux qui les ont vues. J'avais parlé de 13 000 officiers qui avaient donc été débarqués par Monsieur Micron. En fait, c'est 13 000 soldats. Parce que 13 000 officiers, ça me paraissait beaucoup. En fait, c'est officiers, sous-officiers et hommes du rang inclus. Mais pour ceux qui pensent que ça ne bouge pas dans l'armée, ben, la preuve en est, 13 000 soldats, c'est quand même conséquent. Ça fait à peu près 10% des effectifs de combat en tout cas. Une question, si vous me permettez, dans ces 13 000, est-ce qu'il est compté uniquement ceux qui ont démissionné, qui ont été débarqués, ou est-ce que sont comptés aussi tous ceux qui ont été victimes du vaccin? Ah non, non, alors ceux qui ont été victimes du vaccin, vous savez que tous les militaires ont été vaccinés théoriquement, à l'exception des gendarmes, qui, pour les puristes, ne sont plus des militaires parce qu'ils ne dépendent plus du ministère de l'armée, mais ils dépendent, enfin de la défense, mais du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc, hormis ceux-là, normalement, tous les militaires ont été vaccinés, en principe. Alors après, ont-ils été vaccinés pour de vrai ou est-ce qu'ils ont eu ce qu'on appelle du sérum physiologique ? Je pense que certains contingents, les médecins des armées sont pas si bêtes et donc ont vacciné avec des sérums physiologiques. Oui, mais, il y en a un qui a fait une vidéo pour l'expliquer, ça. D'accord. Donc, la grande question qui va venir, la première question que tout le monde se pose, c'est comment le peuple français peut-il reprendre sa souveraineté ? Comment le peut-il ? Éric, est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Alors, comment reprendre sa souveraineté? C'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps. Je vais commencer par rendre un hommage à un monsieur qui vient de décéder, qui était mon compagnon d'idées dans cette révolution. Et lui, comme moi, pensons qu'il faut absolument une vraie révolte du peuple et qu'il soit accompagné par l'armée. Mais pas n'importe quelle armée. On parle de l'armée française et des gens encore intègres, qui sont pour la plupart du temps des capitaines, des commandants, des lieutenants, des colonels, mais tout le plus haut de la hiérarchie est là pour les contrôler, les empêcher justement de participer à cette révolte. Mais il n'y a pas d'autre moyen. On a essayé le pacifisme, on a essayé le juridique, on a essayé les manifestations de toutes sortes. Rien ne fonctionne parce qu'on est dans une vraie dictature déguisée. Et donc, j'invite les gens à regarder la dernière vidéo de son vivant qui est rendue également par Eric Montana sur les réseaux en ce moment, qui est celle de Christophe Chalençon, qui lui aussi pensait qu'effectivement, il faut absolument que l'armée se joigne au peuple pour défendre le juste droit. Et il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, ce sera la fin de la France. Donc Christophe Chalençon l'a payé un peu de sa vie. C'était un vrai résistant et malheureusement, on a appris qu'il était mort cette nuit d'un cancer. Il est mort de… Voilà, mais…
Je pense Un que cancer amélioré par la prison et par les médicaments forcés. c'est ça. Donc, la solution aujourd'hui, c'est que le C'est peuple la coalition. reprenne. C'est une coalition de tous les mouvements. Voilà. Alors, cette coalition des différents groupes, normalement, elle doit pouvoir nous apporter un retour à l'état de droit. Mais on s'est rendu compte que c'était très, très, très compliqué de créer une coalition. D'un côté, on a les agriculteurs qui, je le rappelle, avant toute manifestation, ça vous ne le savez pas, mais normalement, ils doivent signer un papier à la FNSEA indiquant que dans cette manifestation, il ne peut y avoir que des agriculteurs, et si ce n'est pas le cas, on leur supprime leur subvention, tout simplement. C'est aussi pour ça qu'ils ne veulent pas entendre parler des gilets jaunes, parce que sinon, ils perdent tout. Alors, c'est en train de changer quand même, dans la mesure où là, il y a la Confédération paysanne qui fait des actions fortes, il y a la coordination rurale qui commence à faire des actions fortes et qui voit des membres de la FNSEA qui se joignent à eux, en dehors des règles de la FNSEA. Donc, ça veut dire qu'il commence à y avoir un vrai mouvement de ce côté-là. Et puis, il y a aussi tous les artisans, tous les chefs de petites entreprises qui se rendent compte qu'ils sont en train de couler de tous les côtés. Et il y a tous les gens qui ont été mis hors service à cause de leur refus du vaccin. Donc, ça fait déjà pas mal de monde. Après, vous rajoutez encore à cela tous les parents dont on a enlevé les enfants pour les placer à laser. On parle de toutes les victimes des injustices. Et quand les gens comprennent petit à petit que toute la justice n'est qu'un bras armé de la politique et que la politique elle-même, c'est une vraie dictature déguisée avec le nom de démocratie, mais c'est qu'un mot, on a une bonne chance que cette coalition commence sérieusement à se développer. D'accord. Donc, ok, donc une coalition est essentielle. Si tous les groupes se réunissent, normalement, l'armée devrait basculer en notre faveur, puisque comme chacun sait, encore une fois, ce n'est pas un putsch, c'est un retour à l'état de droit, mais il faut que le peuple qui reprend le pouvoir soit assisté par l'armée. C'est très important parce que sinon, il n'y a rien qui peut fonctionner. Donc, cette coalition, alors, on a des éléments favorables pour la réaliser, mais est-ce que vous, Eric, vous avez une idée comment on pourrait la réaliser pour de vrai, comment on peut mettre le ciment pour que chaque groupe qui, mette de côté ses différends, puisse s'associer dans une lutte commune contre ce gouvernement. Est-ce que vous avez éventuellement une idée, une solution? C'est assez simple en fait. Il y a très peu, il y avait Christophe qui était avec nous, mais il y a très peu malheureusement de véritables meneurs de groupe. Tous les meneurs de groupe sont ou dans la franc-maçonnerie ou des agents de Macron infiltrés, et donc il y a très peu de véritables meneurs. Alors, la complication, elle est de demander à des gens, de simples gens qui s'affichent dans un groupe ou un autre, ou des fois même dans des partis politiques comme les Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan, de demander à ces gens-là de prendre leur souveraineté, de devenir souverains et de dire il y a un gouvernement légitime en France qui est le CNT. D'abord, on se met en place avec ce gouvernement, c'est-à-dire qu'on s'enregistre avec le mail que j'ai mis dans le chat, qui est un neverslave @proton.me. Avec ce mail, on entre dans le cadre de la coalition. Il y a des militaires qui vont le faire pour rejoindre directement les corps d'armée qui sont déjà de notre côté, mais naturellement, tous les groupes ont intérêt de toute façon à changer le système, sauf ceux qui rêvent de prendre la place de Macron.
Et cela, on peut rien y faire. Ce sont des politiciens, ils rêvent d'une belle place et ils veulent rentrer dans le système, alors que nous, on veut en sortir. Donc le choix clair, c'est soit on reste dans le système et ça continuera ad vitam aeternam, soit on veut sortir du système et créer un nouveau modèle. Mais comme l'a dit quelqu'un récemment qui a repris tous nos propos, qui s'appelle Au Bon Tweet, je ne sais pas qui c'est exactement, mais en tous les cas, il a un site qui s'appelle comme ça, il est présenté sous ce nom sur la chaîne Toxin, et il a repris exactement tous les termes du CNT pour dire qu'il faut un système où tout le monde se coalise une bonne fois, et il faut un premier système qui permette à tout le monde de continuer à s'exprimer. Et c'est ce premier système sur lequel on a travaillé depuis des années pour mettre en place une structure qui permette que tout le monde puisse s'exprimer. Donc il y a des gens qui sont en faveur du royalisme et qui voudraient remettre un roi sur le trône. Il y a des gens qui ont d'autres idées. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Pour ça, il faut une structure immédiate. Et ça, c'est ce sur quoi nous avons travaillé et qui est prête. Donc maintenant, il faut que tout le monde profite de cette structure. Donc ce serait une gouvernance pour le peuple, par le peuple, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris, dans ce système, il n'y a pas de culte de la personne, hein, comme on avait dit la dernière fois. C'est la contrainte, c'est que le peuple français va devoir s'impliquer davantage dans la vie politique, quoique seuls librement, voilà. Seulement ceux qui le souhaitent. Voilà, seuls les volontaires, mais je pense qu'il y aura plein de gens qui souhaiteront s'associer à cette entreprise une fois que le basculement sera fait. Et il y a beaucoup de gens qui ont des idées, et des idées utiles à tout le monde. Donc, alors, ces gens-là vont pouvoir les exprimer, vont pouvoir en faire profiter tout le monde. Donc, dans ce cas-là, on est en droit de se demander pourquoi ça n'a déjà pas été fait. Alors, a priori, parce qu'en face, on a des gens qui ne veulent surtout pas s'en aller, surtout pas. Et Éric, si vous voulez bien, j'aimerais que vous expliquiez pourquoi il est indispensable que l'armée apporte son concours et nous soutienne dans cette entreprise. Plusieurs raisons. D'abord parce que la mise en place va demander 3 mois. 3 mois pendant lesquels il faut que tout l'ensemble de la France soit sous le gouvernement de ces militaires. Il faut que les militaires assurent la sécurité de ceux qui vont mettre en place cette structure. Et ensuite de cela, les différents mouvements qui existent, qui sont des mouvements véreux, vont être écartés naturellement, et on va trouver surtout des gens, et non plus des meneurs, des politiciens, des gens comme ça. Et simultanément, il faut absolument, et ça c'est essentiel et vital pour tout l'ensemble de la France, révéler toutes les affaires en cours, toutes ces affaires de pédocriminalité, toute cette corruption, tout ce pillage terrible qui couvre la France depuis 50 ans et qui s'est augmenté drastiquement depuis ces dernières années. Je vais vous lire un passage très court d'un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Christian et qui a mis ce passage sur un réseau social. Voilà son texte. Je ne comprends toujours pas pourquoi, en 7 ans, aucun des 925 politiques, c'est-à-dire 577 députés et 348 sénateurs, sont restés inertes contre cette gouvernance catastrophique d'Emmanuel Macron. Je constate donc que l'usage des députés et des sénateurs n'ont aucune utilité. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, normalement, on le remplace. Donc pour moi, quelque chose qui n'a aucune utilité, j'appelle cela des gadgets de luxe. Et quand je dis luxe, vous avez bien compris, et je ne pense donc pas que notre pays puisse se permettre le luxe d'avoir toutes ces bouches inutiles à nourrir. Et je crois que c'est un tout petit texte qui figure en ce moment sur TikTok, et la personne qui l'a écrit décrit tout à fait justement la situation. On entretient un monde politique et on l'entretient à très long terme parce qu'ils ont des privilèges
des avantages, même quand ils arrêtent la politique, on continue de les payer. Et on les paye comme des Giscard d'Estaing, par exemple, qu'on a payé jusqu'à la fin de sa vie. 20 millions d'euros chaque année. 20 millions d'euros. Il y a des gens qui travaillent toute une vie pour gagner ça. Lui, on lui donne ça tous les ans. Et encore, la femme de ménage, même toute sa vie, elle en est loin. Oui, mais c'est gravissime parce que ces gens se prennent pour l'élite. Eux-mêmes aiment bien s'appeler « nous sommes l'élite ». C'est une élite de quoi? C'est une élite de pognon et de rien d'autre. Non, dans sa réflexion, Obon tweet a une réflexion très juste que vous pouvez voir sur Toxin et sur une vidéo que j'ai mise pour la reproduire, pour qu'elle soit connue. Il dit qu'on ne peut aujourd'hui sauver la France qu'à condition d'un changement radical. Complètement changer tous les paramètres et toutes les normes. Il faut quelque chose de complètement nouveau. Or, la transition qu'on met en place, c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un peuple peut lui-même, concrètement, prendre en main les rênes du pays et diriger tout. Les agriculteurs pourront diriger les règles de l'agriculture, les médecins pourront diriger les règles de la santé, et ainsi de suite. Et donc ça va transformer, parce qu'aujourd'hui, il y a une multitude de médecins qui sont complètement opposés aux règles des conseils de l'ordre des politiciens. Il y a une multitude d'éducateurs et de professeurs dans l'enseignement qui sont désespérés de ce qu'on les oblige à enseigner, qui est le contraire de ce qu'ils pensent qu'il faut faire, et ainsi de suite. C'est dans tous les domaines. Donc, et je ne parle pas du domaine spirituel et des religions, parce que là encore, c'est dramatique, et on l'a vu encore lors de l'inauguration de Notre-Dame. C'est véritablement le satanisme qui s'installe en France, et jusqu'à interdire des décorations de Noël et les fêtes de Noël. Et là, tout récemment, ils s'en sont pris à la mairie de Béziers. Oui, qui était anciennement Front National d'ailleurs. Oui, j'en sais rien, mais peu importe. Toujours est-il que c'est une mairie qui installe les décorations de Noël pour une fête qu'on fête depuis presque 2000 ans et qu'on n'a aucune raison de stopper quand ça fait le bonheur des enfants et des adultes, depuis toujours. Et qui est appréciée même par les autres religions qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Même les autres religions fêtent Noël. Oui, tout à fait. Ils sont en train de détruire toute la sacralité. De toute façon, un de leurs objectifs est de détruire la chrétienté. C'est ça, destruction du sacré, donc destruction de la spiritualité. C'est ça. Donc, si on a bien compris votre exposé, c'est-à-dire qu'une fois que le peuple prend en main réellement son destin, c'en est un peu fini de la corruption quelque part, puisqu'il n'y a plus un bonhomme. Obligatoirement, la corruption se termine net. Mécaniquement, la corruption se termine, et donc les gens qui seront responsables de l'évolution du pays, ben, forcément, sont des gens qui seront impliqués et qui vont le faire parce qu'ils ont envie que ça avance. Hein. Oui, et puis qui ont envie que ça profite à la France. Aujourd'hui, un politicien, il vend une entreprise au Canada, aux Américains ou aux Chinois, il vend une terre ou des forêts françaises à un groupe économique chinois quelconque, il touche sa commission qui arrive sur Panama ou sur un paradis fiscal quelconque, mais de quel droit ces gens vendent notre patrimoine? Donc, le fait de déclencher cette action militaire, c'est déjà récupérer notre patrimoine, récupérer l'argent qui a été volé, etc. Donc, c'est un grand nombre d'arrestations auxquelles devra se livrer la force militaire accompagnée de la police et de la gendarmerie. Oui, puisque je le rappelle, légalement, la France n'est jamais rentrée dans l'Europe, hein, puisque c'est M. Sarkozy à l'époque qui nous a forcé la main, hein, puisque le référendum est au-dessus quelque part des lois. Hein. Quand vous faites un référendum, le résultat du référendum fait office, fait acte, et donc vous ne pouvez pas y déroger. Et eux l'ont fait, et eux nous ont entraînés là-dedans. Je pense que d'autres pays, ça devait être pareil.
Donc oui, tout pour ça le moins était… la Hollande, l'Irlande, plusieurs pays. Voilà. Donc il est temps de revenir à l'état de droit. Et donc, Revenir à pour l'état ça, de droit, c'est annuler immédiatement les règles européennes, c'est annuler immédiatement les règles de l'OTAN, de l'OMS et ainsi de suite. La France redevient un pays libre. tout à fait, récupérer aussi nos fleurons de l'industrie, puisque si techniquement toutes les lois depuis Sarkozy sont caduques, toutes les ventes des entreprises au profit de l'État le sont aussi. Tout à Donc fait. les propriétaires de ces entreprises, de ces fleurons de notre industrie, deviennent de facto des receleurs. Exactement. Alors, il y a un Et certain nombre qu'on pourra récupérer parce qu'elles sont encore sur notre sol. Il y en a d'autres, en particulier les technologies secrètes, les technologies, on va dire les technologies très avancées qui ne sont pas connues du public et que Macron a vendues aux Américains. Celles-là, elles sont perdues parce qu'il a vendu les ingénieurs, les gens qui sont les inventeurs de ces innovations se trouvent maintenant dans d'autres pays. Donc, bon, on les invitera à revenir, bien sûr, mais les technologies elles-mêmes sont déjà vendues. donc, si je comprends le processus, il faut chasser ce gouvernement par la force, puisque on a bien vu que tous les processus juridiques, tout ce qu'on a tenté, en fait, ne fonctionne pas, puisque derrière, ben, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont en roue libre, ils font ce qu'ils veulent et euh, excusez-moi l'expression, mais ils pissent littéralement sur le droit, hein, Tout à pour ce fait. qu'on en veut. D'où Il y a de nombreuses plaintes qui ont été déposées par d'importants cabinets d'avocats, par des ligues de droits de l'homme, etc., pour crimes contre l'humanité, pour haute trahison, enfin pour des faits extrêmement graves qui, dans beaucoup de pays, méritent la peine de mort ou, en tous les cas, la détention à perpétuité. Or, nos politiciens se livrent à cela en toute sécurité parce que c'est eux qui contrôlent la justice. Et donc, une des premières mesures qui sera mise en place, en dehors de l'arrestation de nombreux procureurs, préfets et complices du gouvernement, ce sera de modifier le fonctionnement de la justice pour avoir une vraie justice, car ça, c'est essentiel dans un pays. Et le peuple veut absolument une vraie justice. Si vous parlez avec des gens qui ont été confrontés à la justice, c'est honteux. On ne peut même pas parler du mot justice. Je crois que si le peuple prend en main son destin et vire le poudré, je pense qu'on sera à même de changer tout ce que l'on veut pour le bien-être du peuple. Hein. Tout à fait. Mais je crois qu'effectivement, pour ça, il nous faudra donc le concours de l'armée pour, si j'ai bien compris, procéder aux arrestations, assurer la sécurité de ceux qui vont mettre en place le changement. Et en plus, au bout de ces 3 mois, on est tranquille. Après, il n'y aura plus que continuer les arrestations parce que les gens vont se dénoncer les uns les autres. Donc, de continuer les enquêtes, etc. Mais au bout de 3 mois, le gouvernement sera inrenversable. Ce sera trop tard. Ils ne pourront plus rien faire. Parce que quand un peuple aura pris le pouvoir dans son pays, ce sera intouchable. La structure elle-même est faite pour que ce soit intouchable. oui, une fois que le peuple reprend sa souveraineté, le système en lui-même va casser tous les dogmes, toutes les habitudes qu'on a, on va dire, à servir un maître. Et là, le maître, bah, ça va être nous, très clairement. On va retrouver notre vraie souveraineté. Et voilà. La souveraineté d'un être humain, elle est individuelle. Et quand c'est une multitude d'humains entre eux dans une nation, alors c'est commun. Et c'est une souveraineté nationale. Alors, on est bien d'accord que dans ce cas-là, ok, imaginons, on fait l'opération, on prend Matignon, l'Élysée, que sais-je, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Oui, mais c'est justifié juridiquement de façon à nous protéger d'une attaque extérieure parce que nos politiciens vont immédiatement demander à l'OTAN, aux Américains d'envahir la France pour les défendre, mais justement, ils ne pourront pas le faire.
parce que ça a été déclaré à l'ONU et qui ne sont plus légaux depuis le traité de Lisbonne. Et donc, juridiquement parlant, la France est déjà sous le gouvernement de ce Conseil national de transition mené par le peuple. Alors, ok, ça c'est légitime, légal, c'est très théorique. C'est vraiment ce qu'on appelle un retour à l'état de droit. Mais vous savez bien, comme a dit La Fontaine, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Tout à fait. C'est pour ça Voilà. que le peuple doit être accompagné par l'armée. Alors, il y a eu quand même, je vais révéler entre guillemets un scoop par rapport à Monsieur Donald Trump. Alors, Monsieur Donald Trump n'est pas le sauveur, mais il semble, je dis bien il semble, qu'il ait des intérêts qui convergent avec les nôtres. Et en l'occurrence, suite à l'affaire Brunson, Monsieur Trump aujourd'hui est président des États-Unis, non pas le 20 janvier 2025 comme prévu, mais comme la fraude électorale de 2020 a été avérée, le tribunal, la haute cour américaine a statué et M. Trump, aujourd'hui, là au moment où je vous parle, a pris ses fonctions officiellement, a pris ses fonctions de président. Et comme un de ses objectifs, c'est la destruction de la pédocriminalité, en tout cas c'est ce qu'il dit, on pourrait imaginer qu'on va pouvoir surfer sur ces événements-là, en profiter pour essayer nous-mêmes de réagir. Et donc, ça pourrait être intéressant que les militaires se saisissent des événements en cours pour tenter quelque chose avec nous. D'autant plus que si Trump est maintenant président et s'il respecte sa parole, son intérêt sera justement qu'une opération militaire se réalise en France, car la France, après Israël et les États-Unis, est le troisième refuge de ce qu'on appelle le deep state, le satanisme. C'est exactement à cette remarque que je voulais revenir. Merci Eric. Donc, imaginons, tout se passe bien, on fait l'opération, on prend le pouvoir, les militaires basculent avec nous, donc ça veut dire que beaucoup de commandants, lieutenants-colonels, etc., vont se lancer à rejoindre les premières équipes qui vont déclencher les choses et ils seront opposés, ils auront l'opposition de leurs généraux qui, eux, ont tous été choisis par Macron ou sont dans la franc-maçonnerie, protecteurs du nouvel ordre mondial et du deep state. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de lieutenants-colonels devront commencer par procéder à l'arrestation de leurs propres généraux, chose qui, dans l'armée, n'est pas si simple. Mais qui est malgré tout dans le manuel militaire. Hein. On le sait. Hein. Il y a différentes dispositions suite à la guerre d'Algérie par ailleurs, hein, suite à la guerre d'Algérie, qui prévoit qu'un subalterne peut s'opposer aux ordres s'il considère qu'il y a manque de moralité, etc., et peut le mettre aux arrêts. Non. Bon. Tout à fait. Les militaires connaissent tous ces articles. Et donc, dès qu'un premier haut gradé aura lancé une opération, il sera rejoint par tous ces gens-là. Donc, si on en revient au live précédent que vous avez fait avec la présence de Vincent, qui disait à juste titre, les militaires n'ont pas besoin d'attendre. Ils ont déjà tous les outils juridiques pour intervenir. Sur le plan juridique, oui. Ce qui leur manque, c'est maintenant quelqu'un qui leur allume l'étincelle. Mais sur le plan juridique, ils savent que la règle française, c'est qu'il y a une loi des lois. Cette loi des lois, c'est ce qu'on appelle la Déclaration des droits de l'homme. Si cette Déclaration des droits de l'homme n'existe plus, alors il faut remettre le roi en place. Et remettre la tête sur Louis XVI, ça ne va pas être facile. Donc, cette Déclaration des droits de l'homme est toujours en vigueur et donc la Constitution actuelle est absolument inexistante, car c'est une condition majeure imposée par cette Déclaration des droits de l'homme, que c'est d'abord la loi fondatrice de la France et qu'une Constitution qui ne respecte pas les règles émises par cette Déclaration des droits de l'homme n'est pas valide. Donc, on n'a pas de Constitution en France. Et les politiciens actuels jouent là-dessus en faisant croire aux gens
qui a toujours une constitution, qui sont en règle avec la loi, c'est-à-dire avec cette constitution, mais tout est un énorme mensonge. La constitution a disparu au moment du traité de Lisbonne et toutes les lois depuis cette date sont inexistantes, elles sont illégales. Alors, donc, imaginons que les militaires puissent basculer avec nous. C'est pas, je ne crois pas que ce soit délirant, mais le souci que la question que vont se poser tous les internautes, c'est OK, vous prenez le pouvoir, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va y avoir une destruction de notre monnaie? Est-ce qu'on va se retrouver à la soupe populaire? Il y a une vraie crainte. Il y a une vraie crainte sur une opération entre guillemets militaire. Je rappelle que si cette opération a lieu, elle aura le soutien de l'armée, mais ce n'est pas l'armée qui fait un putsch. C'est le soutien de l'armée envers des citoyens qui auront pris les dispositions. L'armée qui veut revenir à l'état de droit. C'est ça, exactement. Donc, si on plante le décor, en gros, on va avoir pendant 3 mois une pseudo-loi martiale bienveillante, en tout cas avec le peuple, pas avec l'État profond, qui va faire le ménage. Et ensuite, une fois que le ménage est plus ou moins fait, à ce moment-là, on va dire les têtes pensantes, enfin les gens qui ont imaginé cette organisation, qui vont y participer, mais vous, le peuple, les internautes peuvent y participer aussi, hein, je pense que... Et on ne peut rien faire tant que ce nettoyage n'est pas fait. Tout à fait. Par contre, une fois qu'il commence, on a tout de suite un rôle pour commencer à mettre en place la structure qui va permettre que 3 mois après, le peuple est seul souverain dans son pays. Et cette structure, pour ces 3 mois, elle est déjà prévue pour assurer la sécurité, pour assurer immédiatement la remise en place des règles françaises normales. Mais en même temps, pour permettre que de nouvelles idées viennent s'y ajouter, le système a été conçu pour permettre que tous les gens qui peuvent avoir d'autres idées, nous on a travaillé pendant des années à mettre au point la structure qui permette que cette transition se passe sans heurts et apporte immédiatement les bénéfices à l'ensemble des Français. Mais il y a peut-être d'autres idées et donc on respecte le fait que d'autres gens peuvent avoir d'autres idées qui vont être complémentaires et qui vont s'ajouter au schéma qu'on a préparé, ou voire même le modifier. S'il y a des choses mieux, on les prend. C'est ça la grande force de l'intelligence collective, c'est qu'on prend ce qu'il y a de mieux. Donc, si j'ai bien compris, cette opération de prise de pouvoir, si elle a lieu, devrait se faire sans effusion de sang. Et ensuite, à minima en tout cas, sans générer de chaos, etc. Donc, OK, on va imaginer qu'il n'y aura pas de chaos, mais alors, dans ce cas-là, la grande question, c'est qui va gérer l'ensemble de l'opération, cette reprise de fonctionnement du pays, et finalement, combien de personnes vont y participer au départ? Est-ce qu'on a un volume? Est-ce qu'on connaît à peu près comment on va faire? Vous savez qu'il y a les préfets, tous les préfets qui sont à la solde de Micron, enfin, tous ces gens-là vont forcément interférer. Donc là, je pense que les internautes ont besoin de comprendre, ont besoin de savoir comment une opération peut bien se passer tout en neutralisant les gens, la multitude de gens, parce qu'il y a une multitude de gens qui sont aux manettes encore. Comment on peut faire ça? Expliquez-nous, Eric. Eh bien, a priori, on a une première équipe, on va dire, d'une 50aine de personnes qui composent des gens depuis l'ouvrier, l'artisan, jusqu'à des juges, des économistes, des gens de qualité complètement différente. Et puis, tous ces gens ont travaillé avant l'affaire Covid. Donc, on commençait à travailler sur tout ça avec moi depuis 2013-2014. On a abouti à créer ce Conseil national de transition qui a été déclaré en 2015. Et après, on a continué jusqu'à ce que les sbires de Macron m'arrêtent et me mettent en prison. Mais le schéma reste toujours le même. Les gens sont toujours disponibles.
et il y a au moins une cinquantaine de personnes auxquelles vont s'ajouter tous les nouveaux qui sont arrivés depuis le Covid et qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et vous avez des gens extrêmement pointus en juridique, des gens très pointus et reconnus en économie et dans tous les domaines, dans la santé, etc. Et donc, tous ces gens vont être adjoints à cette première cinquantaine pour mettre en place cette structure de transition. Donc, si je comprends bien, potentiellement, dès que cette opération est faite, potentiellement, on pourra avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes motivées pour nous aider à changer les choses. Oui, mais des dizaines de milliers, c'est exagéré. Je pense qu'au mieux, on va être 1000, 1500 personnes au grand maximum. D'accord? Dans un premier temps. Et je pense dans un que. Premier temps. Après, c'est tout l'ensemble de la population, donc c'est autre chose. Après, ce sera l'ensemble de la population qui gérera tout l'ensemble de la France, de toutes les institutions, selon toute une structure et un schéma qui est déjà organisé, mais qui peut encore être amélioré éventuellement par les nouveaux qui vont s'y adjoindre pendant ces 3 premiers mois. Parce que j'imagine que si cette opération se réalise, elle va susciter un engouement sans précédent, parce que tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde. Et puis, je peux vous dire par expérience qu'on aura d'autres pays qui vont nous suivre très rapidement. Parce qu'on invente quelque chose, on crée quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé et qui est tellement évident et tellement logique que tout le monde s'y joint immédiatement. Quand on parle par exemple de TVA flexible, ça résout tous les problèmes écologiques, ça résout tous les problèmes de culture et d'agriculture, ça résout tous les problèmes d'un seul coup. Tout le monde trouve ça tellement logique qu'on se demande pourquoi ce n'est pas fait depuis longtemps. D'ailleurs, c'est la réflexion que j'ai eue des économistes qui ont découvert ce système. Oui, pour avoir lu un certain nombre d'innovations qu'on va mettre en place très vite. Pour avoir lu un petit peu vos ouvrages, si j'ai bien compris, la TVA flexible consiste en fait à appliquer une TVA sur différents critères, la proximité de la production, la qualité du produit, etc., etc., ce qui devrait mécaniquement relancer le commerce local et régional, c'est-à-dire remettre en place les cultures régionales. Ça va plaire à beaucoup de gens, ça. Et puis, ça va enrichir les agriculteurs en même temps. Bien sûr. Bon, on en a moins en moins des agriculteurs. Peut-être que là, on va avoir un renouveau de la France. Et on va relancer beaucoup par les petites mairies, par les tout petits villages, etc. Parce qu'effectivement, c'est là que se trouve le cœur de la France. C'est excellent tout ça. Ça devrait plaire à énormément de gens. Énormément de gens vont se retrouver, vont se sortir d'affaires. Donc, sur le papier, ça a l'air très beau. Donc, finalement, imaginons que ça se déroule très bien. Alors, il faut ajouter une précision qui est importante. Il faut que l'armée nous fournisse immédiatement une chaîne de télévision. Ça, c'est absolument vital qu'on puisse communiquer à toute la population. Et que toute la population suive les événements. Bien sûr, parce que les médias, les grands médias, c'est important. Malheureusement, aujourd'hui, on constate, tous les résistants le savent, ils ont la réponse en gros suivante, c'est si c'est pas dit à la télé, ben c'est pas vrai. Tout à fait. Voilà en gros ce qu'on a. Donc il faudrait essayer d'inverser la vapeur. Je pense que si vous faites cette opération, il va être nécessaire de rééduquer, si j'ose dire, la population parce qu'on lui a menti tellement longtemps qu'elle va avoir du mal à s'y retrouver. Donc, j'oserais poser cette question, finalement, quels vont être les objectifs généraux prévus après une reprise en main de la gouvernance par le peuple? C'est très important parce que vous savez très bien que si on n'a pas d'objectif politique cohérent, notre opération va se transformer en Vietnam. Je rappelle que le Vietnam, monsieur le général Westmoreland gagnait la guerre, le général américain gagnait la guerre, mais pourtant c'est le Vietnam qui a gagné. Parce que Westmoreland n'avait pas d'objectif politique, alors que Nguyen Giap, le général Viet Cong, lui en avait très clairement, et il a su, on va dire, entre guillemets, manipuler
l'audience à son profit. Donc la question, c'est quels pourraient être les objectifs généraux qui pourraient nous amener à séduire très rapidement la population. Comment pourrait-on faire ça? Alors, déjà, je vais enlever, pardon, mais j'enlève le mot séduire, parce que séduire, ça veut dire complaire, ça veut dire être capable de mentir pour plaire. Et ça, c'est vraiment pas ce que je veux. Je voudrais au contraire qu'on redevienne tous authentiques, qu'on soit vrai, qu'on soit souverain, qu'on assume nos pensées, qu'on ait le droit de s'exprimer complètement. Et donc, je pense, et beaucoup de gens avec moi pensent qu'il est absolument nécessaire de rétablir des frontières, ne serait-ce que pour nos droits de douane et notre droit d'appliquer cette TVA flexible et de contrôler nos importations. Je crois qu'il est absolument nécessaire de déclencher un audit complet de l'État et donc de vérifier ce qui se passe dans tous les tribunaux, etc. Je pense qu'il est vital de laisser immédiatement tous les dossiers secrets sortir au grand jour et que les gens, tout le monde, sache les réalités sur toutes ces affaires pédocriminelles énormes qui démontrent qu'il y a des réseaux gigantesques en France d'enlèvement d'enfants. Et tout ça doit être au jour. Et il faut que les policiers, les gendarmes qui ont ces dossiers puissent les sortir en toute liberté. Aujourd'hui, ils sont enfermés au fond des tiroirs et ils sont menacés par leurs supérieurs. Donc, il faut que tout ça devienne au jour. Et ça, c'est un audit complet de l'État et permettre que tous les Français participent à cet audit, qu'on sache la vérité complètement et qu'on connaisse toutes les sommes détournées, toutes ces fausses associations, toutes ces ONG, tous ces prêts d'argent, toutes ces manipulations économiques. Combien de milliards on a envoyé à l'Ukraine? Où est l'argent réellement? Pourquoi il y a tant de milliards qui se perdent comme ça? Tout ça, il faut qu'on y voit clair. Et on va se recréer notre propre monnaie, bien sûr, parce que ça fait partie des objectifs immédiats et rapides. De retrouver notre totale indépendance. Très bien. Éric, ça fait bientôt 1 heure qu'on parle. Oui, et je propose que maintenant, on passe aux questions des internautes. Alors, les questions, vous mettez vos questions dans le chat, voilà, et puis on va les voir au fil de l'eau. Par exemple, il y a Horizon Edon qui dit « La TVA est déjà une grosse arnaque à la base, alors une TVA flexible. » Donc, il considère que la TVA flexible, c'est encore plus une arnaque que la TVA de base. Est-ce que vous pouvez développer? Alors, je vais afficher son commentaire. Alors, la TVA de base, c'est une réflexion qui est manifestement d'un politicien ou de quelque chose comme ça, ou d'un franc-maçon, parce que je ne vois pas pourquoi la TVA à la base serait une grosse arnaque, puisque c'est un impôt sur le supplément, sur l'augmentation qui se fait sur les produits. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est juste au contraire. C'est le montant de la TVA lui-même qui doit être changé. Donc, par exemple, un agriculteur, quand il vend ses produits directement à sa ferme, les gens viennent lui acheter les produits, quels qu'ils soient, ben, il n'y a pas du tout de TVA. En revanche, si vous voulez absolument acheter une Ferrari, etc., vous allez avoir une TVA énorme parce que ça consomme énormément, parce que la production, ça vient d'ailleurs, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc la TVA flexible, ça va permettre de jouer là-dessus et de supprimer 80% à peu près des impôts actuels. Donc l'impôt sur le revenu, ça, c'est illégal. Ça ne devrait pas exister. Et ça n'existe que depuis le début du siècle dernier, mais il n'y a aucune raison de maintenir cet impôt. Donc la TVA flexible, ça permet de supprimer cet impôt, mais en plus de ça, la personne qui s'exprime comme ça, si elle le pense, qu'elle dit, eh bien qu'elle marque son nom sur le mail que j'ai indiqué dans le chat, un never slave, et il pourra proposer autre chose ou d'autres formules, parce que là, l'argent n'est plus pour entretenir une classe politique. Là, l'argent, c'est pour le fonctionnement de la France. Et donc, c'est complètement différent. Bien sûr, ça change absolument tout. On est d'accord. Merci de cette explication, Éric. Il y a une autre question de Olivier Lotte. Alors, je pense qu'elle est importante, elle est courte mais importante. C'est une sorte de coup d'État. Alors, on en a déjà parlé pendant, mais redévelopper pour expliquer, bien expliquer aux gens que ça n'a rien à voir avec un coup d'État.
Alors, je ne vois pas son commentaire, donc je ne peux Olivier pas le Lotte, mettre. 2 commentaires au-dessus de celui de Horizon et Don. En tous les cas, il y a, la même personne a mis un autre commentaire qui, lui, est très juste. Donc, Olivier Lotte, la démocratie, c'est l'art de faire croire au peuple qu'il est souverain. Oui, effectivement, c'est une dictature déguisée. C'est clair, et c'est pour ça que Machiavel l'a lancé. Mais, et que ça a été repris par la bourgeoisie. Alors, la question, c'est est-ce que ce serait un coup d'État? Non, ça ne peut pas être un coup d'État puisque la loi est violée. Le rôle de l'armée est d'interdire les violations de la loi. C'est indiqué en toutes lettres dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le rôle d'une force publique est de protéger la loi. Si demain la loi elle est claire, les politiciens savent pertinemment que personne ne peut violer la loi. Et donc, en le sachant, quand Sarkozy a passé le traité de Lisbonne, il a violé la loi qui est celle du référendum, qui fait que le référendum est la loi suprême au-dessus de tout. À partir du moment où un petit groupe essaye de prendre la place de la loi souveraine, celle du peuple souverain, à partir de ce moment-là, il a violé la loi. Et si s'il n'avait pas mis à la tête de la France auparavant les complices, certainement qu'un général intègre aurait immédiatement réagi en procédant à l'arrestation de Sarkozy. Bien Donc, le sûr. retour à la loi ne peut pas être considéré comme un coup d'État, en aucun cas. Très bien. Donc, je lis les questions dans le chat. Si vous avez Alors, des questions, n'hésitez pas à les mettre, mais je te laisse faire, Eric. Je vous laisse faire. est-ce que l'armée est suffisamment en nombre pour agir rapidement en France? C'est une évaluation difficile, mais a priori, oui, il n'y a aucune retenue à avoir là-dessus. Notre armée n'est pas capable de monter un camp pour faire une frontière entre la Russie et l'Ukraine, mais elle est quand même capable, en France, assistée de la gendarmerie et de la police. Parce que là aussi, vous avez les hauts gradés qui sont souvent impliqués aussi dans les réseaux et qui ne sont pas très clairs, mais vous avez plein de gens intègres, plein de gens intègres. Vous avez plein de policiers qui regrettent monstrueusement les ordres qu'ils reçoivent d'aller taper sur des manifestants en toute illégalité. Imaginez un peu la tête de ces gradés si le général à qui Macron a demandé de tirer à balles réelles sur les manifestants, imaginez que ce général ait accepté l'ordre et qu'il ait fait tirer et tuer des gens. Mais vous vous rendez compte un petit peu, vous croyez que les gars du bas, les simples soldats, la majorité d'entre eux auraient refusé de tirer, auraient tiré en l'air exprès. Peut-être auraient pris leurs couilles et auraient arrêté le général qui leur donnait cet ordre. Tout à fait. Un ordre amoral, etc. De toute façon, si l'armée basculait de notre côté, ben, il n'y a plus rien en face. Je veux dire, si les corps constitués basculent de notre côté, ben, Ben, y a qui plus y a-t-il rien en face? Non, il n'y a rien. Voilà. Donc, je reprendrai. Il y aura les médias pour nous attaquer, pour nous discréditer, pour essayer d'emmener l'opinion publique contre nous. Ils se serviront de leurs médias privés. C'est pour ça que nous, on aura une chaîne sur laquelle la vérité pourra être dite. Tout à fait. Maintenant, si je prends votre logique, on est d'accord que toutes les fonctions régaliennes doivent revenir au peuple. Bien Et sûr. la communication est une Mais le fonction peuple régalienne. lui-même, dans son ensemble, est un ministère public. Voilà. Donc quelque part, si le peuple reprend la main, il va interdire à ces chaînes privées de manipuler l'opinion. Oui. On va être en mesure de faire ça. Mais Normalement. ça, ce sera dans un deuxième temps, parce que ces chaînes privées, quand aujourd'hui, elles sont privées parce que les politiciens ont des complices qu'ils subventionnent pour qu'ils transmettent la propagande de l'État. Mais demain, s'ils n'ont plus de subventions, allez demander aux citoyens s'ils sont d'accord pour continuer à payer des chaînes de télé qui nous racontent n'importe quoi.
On n'a aucune raison de subventionner des journaux, des chaînes de télé, etc., qui ne font que de la propagande de l'État et qui refusent de dire la vérité aux gens. Regardez l'affaire de la Syrie actuellement. Les mecs, ce sont des terroristes islamistes formés par la CIA qui ont clairement décapité des gens, qui tuent avec la plus grande facilité, qui renversent le pouvoir en Syrie. Et tout d'un coup, ces gens qui étaient les ennemis de la France il n'y a pas très longtemps, qui ont fait l'opération du Bataclan, tout d'un coup, ça devient nos amis et on les félicite. Et nos politiciens se rangent de leur côté. C'est invraisemblable. Et tout ça parce qu'on veut influencer les gens à croire que c'est bien qu'on ait viré Bachar al-Assad. Alors qu'au contraire, tout ce qu'on vous raconte sur les soi-disant crimes, sur la soi-disant révolte qu'il y avait en Syrie, tout était mensonge. Absolument. Bon, de toute façon, tout ça intervient aussi dans la création du Grand Israël. Hein. J'invite les internautes à aller voir ce qui concerne le Grand Israël. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent à faire ça, hein, mais bon, j'invite les gens à aller voir. En attendant... Sébastien nous dit « Bonjour à vous tous, êtes-vous au courant des lois naturelles qui sont supérieures aux droits de l'homme ?» Oui, on est complètement au courant. On travaille depuis des années avec Kevin Annett, qui est sûrement un des premiers spécialistes mondiaux du droit naturel. Et c'est en relation avec lui qu'on a créé nos règles juridiques. Et on est dans cet esprit de revenir aux lois naturelles, celles de la nature. Ce qui veut dire que le wokisme va disparaître instantanément, de même que les obligations vaccinales, etc. On va laisser les enfants atteindre leur niveau intellectuel normal et plus les limiter avec du mercure ou de l'aluminium dès le plus jeune âge. Je crois que de toute façon, on sera en mesure de redéfinir tout le droit national, clairement. Et le faire tous ensemble, toute la population concernée. Et si des gens s'y opposent, j'oserais dire, puisque nous aurons normalement les corps constitués avec nous, je reprendrai cette tirade du film Le Bon, la Brute et le Truand, quand Clint Eastwood dit à son camarade, dans la vie, il y a ceux qui ont le flingue et ceux qui creusent. Deux types de personnes. Donc, alors, Arlette Tissier nous dit, croyez-vous que celui qui est à la tête de l'État français va laisser entrer sur notre territoire tous ces peuples qui vont arriver? Il est clair, alors là je donne mon point de vue tout à fait personnel, pas celui de l'ensemble du groupe, mais à titre tout à fait personnel, je pense que à chaque fois que deux cultures se confrontent, quand elles sont très différentes l'une et l'autre, si elles sont à niveau exactement égal, en qualité de personne, etc., alors c'est le meilleur qui sort pour les deux. Et on le voit par exemple avec les liens qu'il y a eu entre les Italiens et les Français, où on voit le nombre de pizzerias qu'on trouve en France, où on a trouvé chez l'autre ce qu'on aimait, on mange des spaghettis, etc. Et les Italiens ont pris des choses de la France, les frites et ainsi de suite. Et donc on trouve, et chacun va prendre le mieux de l'autre. En revanche, quand vous avez un groupe qui est disproportionné, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une population normale et de l'autre essentiellement des illettrés ou des analphabètes, des idiots, alors c'est plus du tout la même chose. Parce que des illettrés ou des idiots placés dans un autre contexte que leur lieu de vie habituel, et surtout si c'est un contexte extrêmement favorable au crime, alors ils ont automatiquement, le crime devient leur règle de fonctionnement. Et quand vous regardez ce qui se passe avec la drogue en France, quand vous regardez un peu ce qui se passe en crime et l'insécurité qui n'arrête pas de monter, alors vous vous dites qu'il faut vite remettre en place nos frontières et pas laisser entrer systématiquement uniquement les voyous et les criminels. Il faut laisser aussi entrer les médecins, les scientifiques, les ingénieurs. Mais cela, on leur bloque l'accès. Mais par contre, on fait entrer les anciens soldats de Daesh, d'Al-Qaïda, etc. Donc oui, il y a mais bon, si c'est Macron à la tête de la France, il fait rentrer à tout va tous ces éléments, comme il fait rentrer en ce moment les nazis de l'Ukraine. Bon, mais on ne peut pas, pour l'instant, c'est lui qui est au pouvoir. C'est clair que si on prend la main, je pense qu'on va arrêter tout ce flux qui, par ailleurs, est constitué pour l'essentiel d'hommes. Donc, on est en droit de se demander si ce n'est pas
que des réfugiés, mais plus une armée destinée à faire des choses. Alors, je ne sais pas qui est l'autre bon sens, mais en tous les cas, on est complètement d'accord avec ce que vous dites là. Persister à qualifier l'argent, l'euro, comme une monnaie dette, c'est permettre au système de continuer à duper, voler et corrompre tout le monde. Il est clair que la création monétaire est urgente et que ça fait partie des priorités qu'on va soumettre à la population française de recréer notre franc. Alors, de toute façon, même si on crée une monnaie nationale, ce qui sera sûrement le cas, dans un premier temps, il nous faudra conserver l'euro pour les échanges internationaux. Ça, tout économiste sera d'accord avec moi, je pense. Il y a des questions récurrentes dans le chat par rapport à Donald Trump, profiter de sa nomination, etc., pour rentrer en contact avec lui. On l'envisage sérieusement. Je vous en dis pas plus, mais parce que il a pris le pouvoir aujourd'hui, hein. Donc c'est tout récent, mais oui, c'est effectivement une action qu'on pourrait mettre en œuvre. À voir, puisque effectivement nos objectifs sont convergents. Hein. Alors, Houssine Kewel nous met un lien ici. Les problèmes de l'immigration ne seront pas réglés juste en sauvant la France. Il faut sauver le monde pour permettre une fraternité entre les pays. On est complètement d'accord avec ça. Seulement, pour cela, il faut que chaque pays se libère. Il faut que les populations redeviennent des vraies populations. Aujourd'hui, tous les pays sont manipulés par le deep state. Regardez ce qui se passe en ce moment en Israël. Prenez un gamin israélien et un gamin palestinien, mettez-les à jouer et mettez-les dans une cour d'école ensemble et ça fera deux copains, etc. Mais en revanche, une fois qu'ils auront passé chacun dans une école qui va les monter contre l'autre, etc., ils vont rentrer dans l'armée, ils vont se tirer dessus. Les guerres ne sont pas faites par les peuples, elles sont faites par des gens qui veulent manipuler les peuples. Et les Israéliens ont été victimes d'une manipulation gigantesque, mais malheureusement, beaucoup de pays autour font la même chose, les uns en se servant de religion, les autres en se servant d'idéologie politique ou de victimisation, ou tout ça sont des techniques mentales et qui sont menées essentiellement par une branche spécialisée là-dedans de la CIA et qui manipule un peu tout sur Terre. Oui, dans ce qu'on appelle les opérations spéciales, etc. Oui, oui, ça s'appelle PSYOPS, je crois, un nom comme ça. Les PSYOPS. Les PSYOPS. Ouais. Et quand vous voyez qu'un président qui se présente aux élections, qui est élu très majoritairement, et ensuite limité chez lui, sans Internet, sans chauffage, surveillé par la police, alors qu'il est élu, il est le président. Et c'est ce qui est en train de se passer en Roumanie par, encore une fois, ce deep state qui est derrière. Alors, pour ceux qui veulent savoir qui est ce deep state, ce sont quelques familles qui contrôlent Raytheon, Lockheed, Boeing, c'est-à-dire les plus grosses sociétés d'armement, et qui contrôlent aussi Vanguard, State Street, BlackRock, et avec ça, ils contrôlent pratiquement le monde entier, sans compter tous les cabinets conseils, etc., qui s'installent dans tous les pays du monde. La France est déjà en cours d'invasion par la CIA, à travers des cabinets comme McKinsey et autres, qui participent au pillage. Tout à fait. Donc, du coup, on va avoir besoin des corps constitués pour faire le ménage, si je résume. Et on a une question de Nordine Gemmat qui dit « L'état-major de l'armée est phagocyté par les frères Latruelle, les francs-maçons. Avez-vous un plan pour contourner? Comment peut-on faire pour stimuler les militaires, les inciter à nous rejoindre de manière indéfectible ?» Alors, il a raison dans ce qu'il dit, mais la franc-maçonnerie, elle se trouve au sommet
Mais l'avantage qu'on a, c'est que les principes maçonniques sont systématiquement mis en place. Et le principe maçonnique, c'est de placer des gens toujours au-dessus de leur niveau de compétence. Donc, on a des gens qui sont au plus haut niveau, qui n'ont pas les compétences, autres que d'être facilement manipulables par les politiciens. Et les rangs en dessous, vous avez des gens intègres. Et il y en a plein parmi les colonels, les lieutenants, les capitaines et tout ce que vous voulez. Et donc, tous ces commandants-là sont bien au courant et compétents pour savoir gérer les choses, mais surtout pour savoir qui sont leurs supérieurs. Et si un de leurs supérieurs est véreux, ils sauront l'éliminer. Oui, mais de toute façon, c'est sur eux qu'on compte. On ne compte que sur les troupes. On ne peut pas compter sur les hauts généraux. Les seuls généraux qui sont valables, ils ont été mis à la porte. Aujourd'hui, c'est les généraux retraités. Alors là, par contre, il y a des gens valables. Donc, ça revient à la mise en œuvre du principe de Peter, qui dit que tout homme est promu jusqu'à son niveau d'incompétence. Et la corollaire de Peter, donc, c'est qu'avec le temps, on n'a plus que des incompétents à la tête des organisations. Puisque si moi, je suis incompétent, je ne vais pas embaucher un subalterne qui va être plus compétent que moi. Sinon, lui va mettre en évidence que moi, je suis incompétent et ça, je ne veux pas. Donc, je vais prendre quelqu'un d'encore plus bête. C'est la corollaire de Peter qui induit mécaniquement le fait que, finalement, la majorité des dirigeants des grandes entreprises sont des gens inaptes, ineptes et qui sont là généralement avec des dossiers. De cette manière, la cabale, l'état profond, peut facilement les manipuler, les faire chanter, de manière à obtenir ce qu'ils veulent. Alors, Muriel Molinier nous dit Trump va arrêter pas mal de politiciens, ainsi qu'ailleurs qu'aux USA. C'est possible, mais moi, je n'y crois pas tellement. D'abord, je ne vois pas des flics américains débarquer en France et arrêter quelqu'un. Non, je crois surtout qu'on ne doit pas compter sur les autres. Alors, ça, c'est ma vision personnelle. Je crois que même Trump, même s'il est sincère dans tout ce qu'il dit, il va quand même se diriger vers un nouvel ordre mondial, surtout avec Elon Musk. Et donc, vers l'implantation de puces, vers l'utilisation de la 5G, vers l'utilisation d'un modèle qui rejoint celui de la Russie et celui de la Chine, c'est-à-dire celui d'une population contrôlée en permanence. Je crois qu'il est temps que la France ouvre une nouvelle voie. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à travers la transition, c'est être indépendant de tous ces schémas, redonner toute sa valeur à l'humain et que l'humain soit la personne importante et non pas le dollar ou le contrôle. Donc, je ne crois pas et je ne compte pas ni sur Trump ni sur personne, je ne compte que sur le peuple français. Alors, autre chose, Olivier Lotte nous dit, j'ai l'impression que leur plan s'accélère de plus en plus. Oui, effectivement, c'est une évidence, mais aussi parce que peut-être effectivement que Trump les dérange et que les gens qu'il a choisis pour l'instant, tels que JFK en particulier, risquent de gêner les bénéfices des laboratoires. Parce que si on dit la vérité aux gens, il y a la moitié des médicaments des pharmacies qui disparaissent. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'argent est encore le premier dieu sur le monde actuel. Je sais que l'homme a déjà créé plus de 5000 dieux dans toute l'humanité. En tout, on en est à plus de 5000. Chacun, il a le vrai, mais le vrai concret tous les jours, c'est l'argent. Et ça, c'est les Américains qui nous l'ont imposé. Justement, on sait que des organisations comme BlackRock, Vanguard, qui sont associées par ailleurs, ont plus de 30 000 milliards, enfin, ils gèrent plus de 30 000 milliards. Oui. Donc, on va dire que tout homme a son prix, et quand vous avez cet argent, vous êtes capable de corrompre une foultitude de gens. Tout à fait. Comment peut-on faire pour faire comme face à ça? Parce que il est clair qu'en face, ils ne vont pas vous laisser faire. Ils ne vont pas vous laisser faire. Donc, c'est la crainte des gens. Un changement, d'accord, mais ça ne doit pas nous conduire dans le chaos.
dans les catastrophes économiques, etc. Comment pensez-vous que les choses vont pouvoir être organisées de manière à éviter ce chaos, en tout cas à contenir, on va dire, les attaques qui évidemment vont être incessantes et les menaces pour votre vie, enfin, toutes les menaces possibles et inimaginables que l'État profond va mettre en œuvre pour vous stopper dans votre élan. Comment peut-on faire ça? C'est là où la vitesse est importante. 3 mois, c'est trop court pour leur laisser le temps d'essayer de corrompre, etc. Surtout dans des bâtiments, dans des lieux protégés par une armée française intègre. Et donc, qui ne laisse pas la place, la possibilité. Et après, le système lui-même interdit toute forme de corruption. Quand le citoyen est omniprésent dans tous les actes de l'État, il n'y a plus d'État véritablement. C'est vraiment le peuple en permanence. Dans cette opération, donc, la vitesse est le facteur capital, j'ai envie de dire, c'est un blitzkrieg, une guerre éclair. Oui, tout à fait. S'engager. D'accord. Et mettre en place toute la structure en l'espace de 3 mois, je m'y engage personnellement, j'affirme que c'est possible et que ça se fera en 3 mois de temps. Si à partir du jour J où je commence, 3 mois après, ce sera terminé. Et le peuple aura son pays en main, à 100%. Et moi, je pourrais dégager et faire autre chose. Aller cultiver mes radis. Je scrute le chat pour voir s'il y a d'autres questions pertinentes. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Laïd, je ne sais pas. Trump, je ne sais pas, mais Poutine, il est franc-maçon exactement et ami de Klaus Schwab. Oui, bah comme Trump aussi. Trump est 33e degré aussi. Ce sont tous dans le monde entier, sont dans les sectes, etc. Après, il y a des gens qui pensent qu'ils le sont, mais qu'ils ont changé d'avis, mais qu'ils ont pénétré ces sectes pour en savoir plus, mais que chacun trouve les arguments qu'il veut. La seule chose qui est vraie, c'est ce qu'on verra au niveau des actes. Au niveau des actes actuellement, Poutine convainc sa population de respecter la famille, convainc sa population de vivre mieux, ne procède qu'à des événements positifs pour son peuple. Ça, c'est une réalité constatable. Constatable par n'importe qui peut prendre un billet d'avion, aller en Russie et voir comment vivent les gens et comment ils vivent leur vie en Russie. Et donc, c'est du réel. Est-ce que Trump sera réel aussi demain? C'est pas impossible et je le souhaite sincèrement. Mais bon, ça leur regarde et ça concerne le peuple américain. Nous, on est un peuple. On est au-dessus de n'importe quel président du monde. On est un peuple. Et la France va retrouver toute son éthique. Eux, ils ont des armes. Les uns ont des armes. Chacun fait en permanence paye des ingénieurs plus chers pour avoir des armes plus perfectionnées ou qui vont plus vite que les autres. C'est une guerre d'armes et d'influence et de domination permanente. La France va offrir un nouveau concept. Un concept où c'est l'éthique, l'humanisme qui va dominer. Alors, je crois que les gens s'interrogent sur les BRICS. Faut-il aller vers les BRICS? Est-ce que ce système peut remplacer le système SWIFT, etc., etc. On parle beaucoup de monnaie quantique aussi. Est-ce que vous avez votre avis là-dessus, Eric? Mon avis est qu'il y a des spécialistes dans chacun de ces domaines, que c'est extrêmement complexe et qu'il faut d'abord laisser ces spécialistes faire une étude approfondie. Que l'étude doit être rédigée à la fin de manière assez claire pour être comprise par le simple commun des mortels, présentée à la télévision et que l'ensemble du peuple français fera son choix. Ayad Mostafa nous dit « Les Rothschild en prison, le monde sera sauvé ». C'est pas tout à fait évident. Je crois qu'il faut toujours se méfier de tout ce qui est groupe, de tout ce qui est communauté. Les Rothschild, c'est une famille immense. Il y en a énormément. Mais est-ce qu'on connaît chaque individu? Est-ce qu'ils sont tous pareils? Est-ce que moi, je connais des frères qui sont issus du même père. L'un est un type qui est avocat et l'autre, c'est un criminel.
Donc, on ne peut pas se fier uniquement à un nom ni à quoi que ce soit. Il faut voir chaque individu. Et je crois que la souveraineté de chaque individu, c'est ce qui est essentiel et ce dont la France a besoin. Je pense, ceci étant, que les Rothschild sont mis à mal par l'administration Trump, hein, puisque effectivement, Donald Trump, en fait, n'a jamais perdu sa casquette de commandant de l'armée. Hein, je vous invite à étudier la question, mais aux États-Unis, un président, il a deux casquettes très distinctes. Il est à la fois le président civil et il est aussi le chef des armées. Et Monsieur Trump est toujours resté le chef des armées. D'ailleurs, on le voit, enfin, il volait avec Air Force One, etc. Et donc, je crois que les Rothschild sont mis à mal par son administration. Donc, ça commence par les grosses têtes et c'est de bons augures, a priori. C'est de bons augures. Donc, on va essayer, je pense, de surfer sur ce moment où on devrait pouvoir tirer notre épingle du jeu, surtout si on s'arrange pour avoir un rendez-vous avec M. Trump, ou en tout cas avec ses conseillers. Alors, je vous laisse parler, Eric. Olivier Lotte, ils s'accélèrent parce qu'ils sont bien établis partout dans le monde et ils travaillent ensemble. Oui, mais surtout, ils accélèrent parce qu'ils sont dans un cadre qui est déterminé depuis très longtemps. Depuis, dans les années 50-60, ils avaient déterminé qu'il fallait, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ce chiffre, il fallait supprimer au moins 90% de l'ensemble de la population humaine. Eux savent pertinemment, nous aussi ici, mais pas forcément tout le monde, que l'opération Covid était une opération à long terme et non pas à court terme. Toutes les morts qui ont déjà survenu suite au poison, ce sont des accidents. La véritable utilité du Covid, c'est de provoquer des morts à plusieurs années après l'injection. Et pour qu'on ne fasse pas la relation avec l'injection et qu'ils puissent la continuer. Et donc, ils vont redéclencher, ils prévoient déjà de redéclencher une nouvelle pandémie, qui sera encore une fausse pandémie ou peut-être une vraie, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour continuer à injecter le poison. Donc, ils sont dans un cadre qui est favorable parce que la population diminue, parce que les personnes les plus éveillées sont forcément les gens qui ont vécu avant l'ère Internet et donc qui ne sont pas aussi manipulables et qui gardent l'esprit critique. Et ces gens-là vont peu à peu disparaître au fur et à mesure par l'âge. Et donc, ils sont gagnants. En ce moment, ils jouent gagnants. Et donc, ils ont intérêt à accélérer parce qu'ils sont dans un cadre confortable. Plus ils tuent de gens, plus ils déclenchent de guerre, et mieux ça va. Regardez en ce moment la Roumanie, la Moldavie, la Géorgie, l'Israël, la Russie, de tous les côtés. Pour eux, c'est tout bénéfice. Je rappelle que si vous consultez le site du World Economic Forum, c'est écrit noir sur blanc, c'est pas du complotisme. L'objectif pour 2025, c'est 2 milliards d'habitants. Vous m'expliquerez où sont passés les 6 milliards restants, puisqu'on est presque 8 milliards aujourd'hui. Quand vous lisez la loi de programmation militaire sur le site on ne peut plus officiel Légifrance, vous allez sur Légifrance et vous regardez loi de programmation militaire, vous y lirez que sont mobilisables tous les gens, donc mâles et femelles, hommes et femmes, de l'âge de 14 à 74 ans. Vous avez bien entendu, c'est écrit noir sur blanc sur Légifrance. Et par ailleurs, on vous annonce sur la deuxième page que le gouvernement s'offre le droit de préempter tous vos biens en cas de crise. La crise n'est pas définie, donc ils peuvent... Et sans avoir même à se justifier. Et je vous rappelle ce qu'avait dit M. Klaus Schwab, vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Personnellement, je ne suis pas sûr. Qu'en pensez-vous, Eric? Un commentaire de Patricia Rémy qui nous dit « C'est aux Français de défendre sa patrie et ses enfants. Le sauveur, c'est nous, le peuple français. »
Alors, je crois, et effectivement, il y a quelqu'un plus haut qui a mis un petit poste en mettant 1% sont les élites et 1% sont les éveillés. Il reste 98% qui sont les moutons. D'abord, je ne suis pas d'accord avec le pourcentage. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'éveillés que d'élites. Ensuite de ça, je crois surtout que ces 98% de moutons, ils sont répandus dans le monde entier. On les trouve autant en Thaïlande, au Vietnam, en Chine qu'aux États-Unis ou en France. À partir du moment où la France déclenche un concept totalement nouveau, déclenche un concept basé sur l'humanisme et l'humain, véritablement, et met à disposition pour le monde entier la connaissance de ce concept, je crois qu'à partir de là, tous les peuples du monde vont commencer à se lever, chacun contre ses propres dirigeants pour vouloir un concept similaire. Aucun peuple jamais dans l'histoire humaine n'a dirigé son propre pays avec des valeurs de pacifisme et d'humanisme. Jamais. C'est-à-dire en mettant en avant la qualité de vie de chaque être humain. Ça n'a jamais existé. De lancer cela, la France est totalement affaiblie industriellement, économiquement, militairement. La France n'est plus rien. En 50 ans, ils nous ont abattu complètement notre pays. Demain, la France peut retrouver toute sa gloire par l'éthique. Et de montrer cette éthique et de mettre en place une gestion du pays à travers son propre peuple, sans aucune possibilité de corruption, c'est une transformation radicale. Et tellement radicale que je peux vous dire que beaucoup d'autres pays vont nous suivre très vite. De toute manière, pour ce que j'en comprends, toute la vérité est en train de sortir, hein, d'un point de vue juridique, etc. Donc, ces vérités-là, même les grands médias ne pourront plus les masquer. Non, ça commence un petit peu ça commence un tout petit peu à sortir, même sur les grands médias, effectivement. Très bien. Je recherche des questions pertinentes encore. Je crois qu'on a déjà bien développé tout ce qu'il fallait. Alors, bien sûr, dans le chat, on dit Trump n'est pas le sauveur, etc. On est bien d'accord avec ça. C'est juste qu'il met en œuvre des actions qui convergent avec nos intérêts. C'est tout ce qu'on dit. On dit rien d'autre. Et qu'il faut surfer sur cette vague. Il faut en profiter. Mais effectivement, Trump, il est américain, il n'est pas européen. Et donc, faut pas non plus s'attendre. Dire quelque part, s'il veut maintenir l'hégémonie du dollar, parce que c'est un de ses objectifs, hein, faut pas se leurrer, il y a bien quelqu'un qui va payer les pots cassés. Je crois que de toute façon, on doit comprendre que notre école actuellement forme nos enfants comme ils nous ont formés, nous, à croire que ceux qui nous dirigent sont là pour notre bien. Moi, j'ai eu la chance ou la malchance, on le considère comme on veut, en tous les cas, de vivre quelques années dans le milieu de la politique et des politiciens. Non pas pour agir comme eux, mais pour placer l'argent qu'ils veulent. Et donc, je connais toutes les magouilles qu'ils utilisent, je connais tous les systèmes, les paradis fiscaux, etc. Et je peux vous dire que je n'ai jamais vu un politicien qui s'intéresse aux gens qui l'ont élu. Je n'ai jamais vu cela. Chaque politicien, il est là pour sa poche et pour sa pomme. Et c'est normal. Et plus vous allez les prendre jeunes, et plus vous aurez des gens qui veulent faire leur carrière, qui veulent se remplir les poches. Donc, quand vous mettez des Macron, des Attal, des gens comme ça, forcément, vous mettez les pires. Si vous voulez un gouvernement de sages, un conseil de sages, et c'est ce qu'on va mettre en place au début avec la transition, un conseil de sages, c'est composé de gens déjà qui ont passé l'âge d'être intéressés par une carrière politique ou de faire fortune ou quoi au caisse, qui ont terminé leur vie familiale, leur vie sociale, professionnelle, et donc qui sont désintéressés et qui vont se contenter d'un salaire très réduit et qui n'auront pas besoin de plus parce qu'on est à la retraite et qu'on s'en fout. Donc, si on a un conseil de sages composé de gens comme ça, on change complètement tous les paramètres de fonctionnement de la société. Donc, Lay nous dit ici, suis-je complotiste si je dis que tout remonte au Khazar et donc actuellement les Rothschild principalement. Alors, premièrement,
pas directement les Rothschild, puisqu'ils ne sont pas spécialement issus des Khazars. C'était une famille juive installée en Allemagne, simplement, et ils n'ont pas beaucoup de liens directs avec les Khazars. Ensuite, les Khazars eux-mêmes, lorsque leur pays a disparu, ils ont été mélangés, vous en trouvez en Turquie, vous en trouvez en Moldavie, vous en trouvez en Pologne, en Ukraine, etc. Leurs descendants. Ensuite, leurs descendants eux-mêmes ne sont pas spécialement juifs. Si vous voulez vraiment comprendre l'origine des Illuminés, des Illuminati, appelez ça comme vous voulez, ou du Deep State, il faut chercher du côté des Jacob Frank, donc du côté des franquistes, avec un K. Les franquistes, c'est un mouvement anti-juif qui s'est créé pour détruire toutes les religions et toutes les nations et qui a rédigé à cette époque-là un texte qui s'appelle le Testament de Satan. Prônez le satanisme, prônez l'inceste, prônez le viol de ses propres enfants. Ça, ce sont les règles installées par Jacob Frank. Et ces règles-là, Jacob Frank s'est associé avec Rothschild, qui est devenu un client à lui au départ, et qui ensuite a financé et a trouvé l'intérêt. Bon, après, on rentre dans le monde moderne. Mais je crois que de remonter aux franquistes, ça suffit largement. Ou si vous voulez, un siècle avant, le premier qui a lancé l'idée, c'est Sabbatai Tzvi, qui était lui aussi un juif anti-juif et qui s'est converti ensuite à l'islam quand on lui a offert soit de se faire couper la tête, soit de devenir musulman. Il a préféré devenir musulman. Et donc, c'est là que vous trouverez les origines. Et tous ont adopté un concept très particulier qui est celui des jésuites. Et donc, le sermon des jésuites. Lisez le sermon des jésuites et vous allez tomber sur le cul. C'est impressionnant de vice. Donc, si on comprend bien, Eric, toute cette affaire-là, ça remonte à loin. Ça remonte à 300 ans. Voilà. Tout à fait. On est déjà à 1h30 d'émission. Est-ce que vous auriez quelque chose à préciser à nos auditeurs ou est-ce que éventuellement on pourrait terminer? Je voudrais faire une citation de Plutarque sur, on va dire, l'opiniâtreté, la persévérance dans notre combat. Donc Plutarque, qui était un philosophe grec, a dit: la persévérance est invincible. C'est par elle que le temps dans l'action détruit et renverse toute puissance. La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, la victoire appartient à celui qui y croit le plus et surtout le plus longtemps. Donc, haut les cœurs, comme dit Xavier Moreau, que je salue au passage, courage, on les aura. Ça ne fait nul doute. Ce n'est maintenant qu'une question de temps. Et bien sûr, tous les résistants œuvrent pour que les choses changent. Et à force d'œuvrer, par persévérance, ils vont atteindre l'objectif. Voilà. Éric, avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je vais rajouter juste un petit mot pour des gens de haute qualité qui viennent de mourir. Je parle de Christophe Chalençon, qui était un vrai résistant, qui avait compris tous les schémas et qui est le seul véritable dissident avec qui j'ai eu des contacts depuis 2012. On était en rapport et c'est le seul pour qui j'avais du respect et je crois que c'était réciproque. Et puis je voudrais surtout aussi une pensée pour un qui est encore vivant. Ils ne l'ont pas encore tué, il est en prison. Il s'appelle Rainer Fulmich et c'est un type droit qui ne mérite pas ce qui lui arrive, qui ne mérite rien. Ils lui ont inventé une histoire pour le mettre en prison. Je sais parce que je l'ai vécu moi aussi, ce genre de choses. C'est absolument monstrueux ce qu'il est en train de vivre. Il faut absolument qu'on le sorte de là. Et je crois que comme on a fait des appels pour Assange, pour Julian Assange quand il était arrêté, je crois qu'on doit avoir une pensée pour ces gens, qu'on doit répondre à toute sollicitation de pétition ou tout ce qui peut être appelé pour leur donner de l'espoir et en tous les cas
au moins qu'ils se rendent compte qu'à l'extérieur, nous, on essaye, on est conscient de ce qui leur arrive. Et il y en a sûrement beaucoup d'autres, je ne connais pas tous les noms, mais en tous les cas, aujourd'hui, Rainer Fulmich est quelqu'un d'important et il faut considérer qu'en France, il y en a d'autres qui vont avoir des ennuis du même genre et qu'il faudra être prêt à les défendre. Voilà, je termine là-dessus en vous remerciant d'avoir participé. Merci à vous tous et à très bientôt, on va dire. Et on va terminer sur un dernier mot de Christian Ménard qui nous dit, alors je vais l'afficher sur le site, on va terminer là-dessus. Un complotiste se trompe parfois, mais un naïf est toujours dans l'erreur. Le crédule, celui qui ne croit en rien, il est toujours dans l'erreur. Le naïf, pardon, celui qui croit en tout, est toujours dans l'erreur. Merci Christian. Merci pour. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci. À très bientôt.